Merci. Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Abdelkader Benarab pour un roman qu'il a publié aux éditions L'Harmattan dans la collection Lettres du monde arabe. Le roman est intitulé La bataille de Sétif. Bonjour M. Benarab. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Nous sommes dans un cadre, c'est le cinquantenaire, n'est-ce pas, de Cinquantenaire, oui, l'indépendance de l'Algérie. oui, de l'indépendance de l'Algérie. Oui. Et tout commence avec cette bataille de Sétif pour l'indépendance. Disons que la bataille de Sétif, oui, c'est très lié. Donc voilà, ça a commencé un peu dans les Aurès, donc, mais bon, c'est quelques centaines de kilomètres de Sétif. C'est l'Est algérien. Et j'évoque ici la bataille de Sétif, non point, donc avec une barrière de feu entre la France et l'Algérie, donc l'antagonisme un peu classique et connu, mais plutôt sous un angle très romancé et puis très bien, on peut le lire aisément, quoi. Mais sur fond quand même de guerre d'Algérie. Et quand on parle de cette guerre d'Algérie, la Turquie le rappelait récemment, avant de parler du génocide arménien, il faudrait souvent se rappeler qu'il y a eu une guerre d'Algérie qui a été très violente, notamment violence côté français. Oui, la polémique sur justement cette reconnaissance des génocides arméniens par la Turquie est un problème purement politique, pour ne pas dire politicien. Donc, c'est les surenchères électorales. C'est sur fond de surenchères électorales, c'est clair. Parce qu'il est étonnant quand même qu'on puisse mettre des bouchées doubles et triples pour amener donc les institutions et la politique et la Turquie à reconnaître ces crimes, alors que la France oublie son passé génocidaire, son passé colonial. Et je rappelle tout simplement que la guerre d'Algérie n'a pas commencé en 1954. C'est très important de le rappeler, la guerre d'Algérie a commencé en 1830. Donc 1830, c'est la conquête de l'Algérie. On estimait la population entre 3 et 5 millions. On se retrouve en 1870 avec 2 millions d'habitants. Donc un génocide énorme, massif. Voilà. Ajoutez à cela les famines. Pourquoi les famines? Parce qu'il tout simplement, il y a un déplacement massif des populations et puis il y a, si vous voulez, un changement brutal et brusque dans le régime agraire, si vous voulez. Donc les gens vivaient sous un régime communautaire, agraire communautaire, et donc on leur introduit, on leur injecte subitement et brutalement, si vous voulez, un régime basé sur la propriété privée et sur le capitalisme sauvage, et par conséquent, donc on chasse le fellah et le paysan de sa terre. Et donc, suite à cela, il y a une très grande famine qui a fait énormément de morts en Algérie. Ça, c'était vers les 1860. Si vous permettez, je rappelle juste donc quelques jalons, quelques dates comme ça. Puis donc, la guerre d'Algérie a commencé en 1830 et elle s'est continuée, si vous voulez, toujours dans la continuité, sans discontinuer, jusqu'en 1962. Puis après, il y a eu toujours des résistances contre les colons, contre l'armée française, jusqu'en 1945, où il y a eu donc un véritable massacre et qui a commencé justement à Sétif. Et puis ça s'est généralisé un peu à l'ensemble de l'Algérie, mais notamment Sétif, Guelma, Kharrata, où il y a eu 45 000 morts, on dénombre 45 000 morts en 1945. À titre de rappel, 2 années après, à Madagascar, c'était 200 000 morts, pour vous dire. C'est très macabre. Bon, c'est pas une émission sur le... Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, c'est ça. Donc, on arrive quelques 9 ans après, donc en 1954, donc le début de l'insurrection, et qui est aussi un autre Pourquoi il y a massacre. cette bataille de Sétif? Pourquoi est-ce que les Algériens se soulèvent? À l'époque, ce n'était pas l'Algérie, mais pourquoi ils se soulèvent au moment où ils lancent la bataille de Sétif? C'était dans les années 45, je crois. Alors, voilà. Donc, juste, je nuance une chose. Alors, la bataille de Sétif est un roman qui parle de la guerre d'Algérie, de l'insurrection en 1954. Voilà, c'est ce que j'ai appelé, d'une manière très romancée, la bataille de Sétif. Elle a lieu ou elle n'a pas lieu, c'est très symbolique et sur un fond quand même de vérité. Bon, quant à si vous voulez, les massacres du 8 mai 1945, c'était donc, les Algériens attendaient un geste de reconnaissance, un geste de liberté, que la France pouvait lâcher un peu du lest. Et finalement, ils étaient en face des mitrailleuses qui pétillaient et qui avaient donc allongé tout le monde par terre, mort. Donc on se retrouvait avec un sol jonché de morts et de... Voilà, c'est ça la vérité, quoi.
D'accord. Et après, quand commence la guerre d'indépendance, l'Algérie n'est pas seule, puisqu'il y a notamment des auteurs comme Frantz Fanon qui viennent Voilà. d'abord Alors, comme... Oui. oui, bien sûr. Mais bien sûr, entre les deux guerres, si l'on veut, entre 1945 et 1954, il y a eu plein de choses, c'est-à-dire des revendications politiques, etc., etc. Mais la France a toujours tourné donc le dos à ces revendications, n'a jamais voulu donc entendre raison. Donc la situation était telle qu'il fallait quand même faire la guerre et chasser le colon. Chasser le colon, c'est pas une entreprise magique, n'est-ce pas? C'est pas une entreprise magique. C'est pas. Bon, il fallait quand même faire la guerre. Le colon est entré d'une manière très violente, donc en utilisant la force et en utilisant le meurtre, etc., le colon, et on ne pouvait pas faire autrement que de retourner donc l'arme qu'il a amenée donc, contre lui et le chasser par la même violence. Voilà, c'était une forme donc, de libération. Je viens de présenter sur une autre chaîne, Frantz Fanon, justement, puisque c'est l'anniversaire aussi de sa mort. Le cinquantenaire de son décès. Le cinquantenaire de sa disparition le 6 décembre 1961. Et donc, il y a une articulation très forte, il y a une jonction entre donc, Fanon et la guerre de libération, puisqu'il est arrivé en Algérie en 1953 et qu'il a activement participé à la guerre d'Algérie en tant que psychiatre. Hein. Donc, il a rénové si vous voulez, le service psychiatrique. Il a introduit de nouvelles méthodes, notamment tout un aspect anthropologique dans la manière de soigner les malades, etc. Je dis ça très grossièrement. Hein. Je schématise grossièrement son idée parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'était un grand militant aussi qui est mort donc, aux États-Unis suite étrangement à une maladie, à une leucémie à l'âge de 36 ans, et qui fut rapatrié d'abord en Tunisie, puis en Algérie, où il repose parmi ses frères. D'accord. Et comment est-ce qu'il arrive? Parce qu'il n'arrive pas comme un militant, il arrive comme un fonctionnaire de l'administration coloniale. Et qu'est-ce qui le retourne sur le terrain? Je pense que préalablement, il avait déjà une idée en tête. C'est quelqu'un qui avait un grand sens de l'observation. N'oublions pas que c'est un psychiatre et puis qui s'est formé quand même, qui a beaucoup lu donc des auteurs comme des philosophes comme Heidegger, comme Sartre, comme Merleau-Ponty, comme il a également des sociologues. Il a complété, si vous voulez, sa formation médicale par ce souci de connaître mieux l'homme, les rapports interindividuels, etc. Ce qui lui a permis donc de mieux, si vous voulez, étayer ses thèses. Également, il a fait sa thèse, si vous voulez, de médecine à Lyon. Et à Lyon, c'est la première fois qu'il rencontre des Maghrébins et des Africains venus d'Afrique. Parce que lui, il vient de la Martinique et des Antilles, considéré comme une véritable province donc, française. Et donc, ce sont les régions françaises. Voilà, c'est la France, c'est la métropole. Donc lui, avec le contact, si vous voulez, immédiat avec ses frères, il constate que quand même, il y a quelque chose qui n'allait pas et il y a un véritable hiatus, si vous voulez, dans les rapports humains. Et par conséquent, le racisme, quoi. Il mettait le doigt sur le racisme. Donc il a fait sa thèse, si vous voulez, sur ce problème racial, thèse qui lui a été d'ailleurs refusée. Parce que, si vous voulez, on n'acceptait pas, il fallait se conformer un peu à la règle et à une certaine ligne droite, si vous voulez, de l'histoire coloniale. Et par conséquent, sa thèse ne rentrait pas, si vous voulez, dans ce gabarit-là. Et ça lui a été refusé. Donc, il a dû un peu détourner le chemin et en faire un livre qui s'appelle donc Peau noire, masque blanc. Peau noire, masque blanc. Voilà. Après cela, bien sûr, son livre le plus important reste quand même Les damnés de la terre, qu'il a écrit juste avant, en 61, quelques mois après, il est décédé. D'accord. Et qui est considéré comme un véritable évangile, la Bible du tiers-monde, de l'anticolonialisme. D'accord. L'Algérie a joué un rôle assez important dans le mouvement des non-alignés, notamment par rapport aux pays d'Afrique subsaharienne dont les cadres venaient se former à Alger. Mais depuis quelques années, on a l'impression que ce lien fort qu'il y avait entre l'Algérie et les pays d'Afrique subsaharienne, non pas qu'il s'est distordu, mais que le courant ne passe plus autant qu'avant. Oui, il est regrettable de voir justement
l'Algérie avait un peu joué le rôle d'un leadership, si vous voulez, par rapport à l'Afrique, par rapport au tiers-monde en général. Parce que dans l'Union africaine, elle garde quand même une position aussi, prépondérante. Parce que son expérience et son passé lui permettaient justement de jouer ce rôle-là. Donc, de par le passé, elle a fait quand même une guerre contre l'OTAN, contre une force de l'OTAN extraordinaire, et qui en est sortie vainqueur justement grâce à la conviction et grâce à une foi profonde des gens dans cet idéal de liberté et de l'indépendance qu'elle a obtenu en 1962. Les traces restent quand même assez vives. Alors, hein. les traces les blessures restent sont vives. vives, c'est d'actualité maintenant, et on a du mal, si vous voulez, à réconcilier ces deux parties, j'allais dire, difficilement conciliables, donc la partie française et la partie algérienne, que nous souhaitons voir se réconcilier, que nous souhaitons de tout cœur, mais à condition quand même de connaître la vérité. Il ne s'agit pas seulement, maintenant, je vois quelques mouvements, je participe un peu à des conférences, ou quelques mouvements qui appellent à la réconciliation, mais réconciliation veut dire aussi la connaissance de l'histoire algérienne. On ne peut pas se réconcilier avec quelqu'un sans connaître ce qui s'est passé, sans savoir ce qui réellement s'est passé en Algérie. Par conséquent, ça pose le problème, si vous voulez, des archives. Il faut donc ouvrir les archives, que des historiens et que des gens qualifiés donc, puissent exploiter ces archives, connaître l'histoire de l'Algérie. Et après cela, normalement, garder ce devoir de mémoire et après, bien sûr, entamer un processus de réconciliation et de rapprochement. Parce que la dernière fois, quand le président français, Nicolas Sarkozy, était en Algérie, on a cru qu'un accord pouvait être conclu entre un accord d'amitié, un traité, comme ils disent souvent, de coopération, allait pouvoir être signé entre la France et l'Algérie, mais c'est devenu, on repousse chaque fois, c'est devenu presque une arlésienne. Voilà, parce que tout simplement, moi je trouve que la partie française ne joue pas tout à fait son rôle, celui donc de reconnaître déjà les crimes coloniaux, les crimes coloniaux je vous rappelle que, encore une fois, que la guerre d'Algérie n'a pas commencé en 1954, mais bien en 1830 c'est les mêmes morts, c'est la même résistance, c'est les mêmes fusils, c'est les mêmes, vous voyez un petit peu, c'est la même conviction. Je ne vois pas pourquoi dater donc la tragédie algérienne à partir de 1954. 1954, si vous voulez, est une étape, est un jalon de tout le processus de résistance qui a commencé en 1830 et qui a fini en 1962. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui, puisque c'est bientôt le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie et qu'on est dans un contexte, encore une fois, électoral, avec ces législatives qui auront lieu au plus tard dans la première moitié de 2012. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au pays? Si vous voulez, il y a deux volets. Donc, le volet franco-algérien, nous souhaitons qu'il se règle donc, avec une bonne connaissance d'abord de l'histoire de la France et de l'histoire de l'Algérie, parce qu'il y a beaucoup de points obscurs des deux côtés. Pour parler de réconciliation, je pense qu'il ne faut pas sauter les étapes. Il y a des gens qui appellent les communautés à se réconcilier. Oui, il faut se réconcilier, mais encore faut-il savoir un peu qui a commis des crimes, etc. On ne peut pas sauter des étapes comme ça. Et puis, moi, je crois tout à fait au rapprochement des deux peuples. Parce qu'il y a toujours, c'est pas parce que c'est la France coloniale il y a toujours eu des voix discordantes, comme Paul Ptetgen, par exemple, comme Labordière, etc., qui ont condamné le crime colonial et qui sont considérés comme des véritables figure emblématique de l'anticolonialisme. Merci beaucoup, M. Abdelkader Benarab. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce roman, La bataille de Sétif, qui est paru aux éditions L'Harmattan dans la collection Lettres du monde arabe, et que vous êtes également journaliste et universitaire. Merci d'être venu. Voilà, merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.